Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez, je crois que tout le monde entend et j'espère que la connexion est bonne. Nous attendons notre troisième participant, animateur, Olivier Simra, qui me semble être présent dans le son mais pas dans l'image. Donc, je présente ce troisième webinaire sur une série de 3 consacrés au burn-out. Donc, ce troisième webinaire traite des risques socio-professionnels et des solutions managériales contre-indiquées qui provoquent soit des risques professionnels, soit des risques psychosociaux globaux, soit plus précisément un burn-out. Pour animer ce troisième webinaire, j'ai pu compter, et je vous remercie, sur la présence de 2 chercheurs, donc Laurence Pelletier, qui est clinicienne, chercheuse et qui a réalisé une thèse intitulée « La fabrique du burn-out ». Elle nous en parlera plus précisément, elle se présentera plus précisément, et Olivier Simra, qui est doctorant à l'ESCP, et lui qui intervient plus sur les méthodes psychosociaux associés à l'adoption de ces méthodes. Notre webinaire va se dérouler en 4 moments. Je vous présente le groupe Dièdre rapidement et puis ce que nous souhaitons faire, comment nous souhaitons intervenir sur la prévention des risques psychosociaux au sein des entreprises et du burn-out. Dans un second temps, Laurence Pelletier nous présentera sa recherche et évidemment, dans un troisième temps, Olivier Simra nous parlera plus des méthodes agiles et de la façon dont il est important de les gérer pour ne pas arriver à provoquer des risques psychosociaux. Et si nous avons le temps, nous engagerons la discussion et surtout présenterons des solutions. Il est important de présenter des solutions concrètes, bien qu'il soit toujours très difficile de présumer de solutions avant d'avoir fait un quelconque audit et surtout, le plus important, avant d'avoir rencontré des gens. Alors, en quelques mots, le groupe Dièdre, depuis 2017, et pour autant, je fais le métier du conseil en organisation depuis 1997, toujours à mon compte, plusieurs structures. Donc, ce en quoi je crois, c'est que les comportements individuels se construisent au sein des organisations et que elles enrichissent et elles font vivre ces organisations. Les organisations peuvent être des entreprises, des administrations, des villes, des communes, et c'est la raison pour laquelle je suis intervenu au sein de différentes communes, du ministère de l'Intérieur, du groupe CITAL, de la Lyonnaise des Eaux. Je suis intervenu sur des questions liées à la protection de l'environnement et à l'insécurité. Toujours sur la question des comportements individuels qui se déploient et se construisent. L'ambition que j'ai commencé à mettre en œuvre au sein du groupe Dièdre, c'est de construire une R&D en sciences humaines et sociales. On en parle peu. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une grande recherche en France, un certain nombre de pays, sur les sciences humaines, les sciences de gestion, c'est la psychosociologie, c'est la sociologie, toutes ces sciences de recherche. La particularité de la France, c'est que cette recherche n'est pas beaucoup associée au monde privé, au monde de l'entreprise et au monde des administrations. Il manque, si j'ose dire, le D. Or, le groupe Dièdre, c'est le D du groupe Dièdre, ce serait le D du développement. Pourquoi? Parce que ces recherches portent un regard particulier sur les situations sociales, psychosociales et organisationnelles. Elles proposent éventuellement des outils pour intervenir, mais il faut aussi pouvoir les mettre en œuvre. Donc, construire une R&D au sein du groupe Dièdre pour pouvoir mettre en œuvre des solutions concrètes, d'avoir des approches et des solutions concrètes, c'est notre ambition. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans les 3 webinaires que j'ai proposés, les animateurs ont
Martial en docteur en droit, avocat, Corinne Lebars, docteur en sciences d'éducation. Aujourd'hui, nous avons 2 docteurs. Je ne suis pas docteur, pour autant, j'ai une démarche plutôt de chercheur qui me permet de proposer des interventions sur mesure avec des outils adaptés. On observe des comportements, on identifie des émotions et tout cela. On écoute des opinions, mais tout ça à chaque fois avec des outils différents. On a naturellement des préconisations qui sont adaptées. Au groupe Diète, nous n'avons pas de costume sur mesure, mais par contre, nous avons des solutions que nous essayons de bâtir sur mesure. Ce que nous observons depuis quelques années, c'est l'irruption du vécu identitaire. Quand je dis ce que nous observons, c'est dans la société et dans nos interventions, c'est-à-dire que les gens, les individus arrivent dans les organisations avec des revendications identitaires, que ce soit une revendication féministe, que ce soit une revendication avec un sentiment de mépris de classe, on en parle beaucoup aujourd'hui. Ça peut être aussi des revendications d'ordre plus général liées à une appartenance sociale ou ethnique. Bref, les individus arrivent avec avec un vécu identitaire très fort et qui contribue à construire ou à empêcher de construire des comportements individuels et collectifs. Donc, notre approche consiste à ces prises sociaux et psychosociaux, à accompagner les entreprises dans, je dirais, le fait de s'approprier tous ces vécus identitaires. Donc, enfin, notre démarche de conseil, ça c'est une gouvernance très présente qui vise à un diagnostic juste, puisqu'il faut travailler avec les dirigeants, comprendre quelles sont leurs attentes, comprendre aussi quelles sont les preuves qu'elles attendent sur la manifestation de ces phénomènes sociaux et psychosociaux, de façon à proposer des préconisations réalistes. À la mairie de Paris, quand on a modifié le comportement des propriétaires de chiens, et c'est ce qu'on fait régulièrement autour de certain nombre d'interventions plus récentes et plus voilà pour la présentation du groupe Dièdre, et j'entre sans plus attendre donc dans le vif du sujet en invitant donc Laurence Pelletier à se présenter. Laurence, je te laisse la parole. Ok. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, tout le monde entend, mais ils peuvent... D'accord, parfait, merci. Merci Benjamin. D'accord, bon, alors je vais me présenter très rapidement. Donc, je suis Laurence Pelletier. J'ai une expérience professionnelle de plus de 20 ans en entreprise et en grande partie dans l'accompagnement des individus, mais aussi des équipes et des organisations. Je suis psychosociologue clinicienne et coach. Et cette expérience en entreprise m'a poussée à me poser des questions. Hein. Par exemple, on va rentrer dans le sujet, un manager est nommé sur un poste, 6 mois plus tard, il est en burn-out. Bon, il est remplacé par un salarié avec un profil très différent pour éviter que ça se reproduise. Le deuxième tient 4 mois. Et le suivant, je crois que c'est 4 mois aussi. À ce moment-là, moi, je suis responsable de l'accompagnement managérial dans cette entreprise et j'interroge le médecin du travail. Et ce médecin me dit, non, moi, je ne suis pas du tout surpris. Il me dit, tenir 6 mois dans certains postes, c'est beaucoup. Voilà. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là précis? Alors, bien sûr, les personnes en burn-out, c'est important qu'elles soient accompagnées, plutôt en dehors de l'entreprise d'ailleurs. Mais en même temps, quand il s'agit d'un contexte structurel, c'est aussi l'entreprise qu'il faut accompagner. Et dans ce cas précis, ce qui s'est passé, et je ne peux pas tellement vous en dire beaucoup parce que c'est confidentiel, mais les protagonistes autour de ce poste étaient tellement défensifs que toute la pression était canalisée à cet endroit, sur ce poste où les gens tombaient en burn-out les uns après les autres. Et l'intervention a apporté à ce moment-là sur la compréhension de ces systèmes défensifs et la création de conditions pour qu'ils s'assouplissent. Vous voyez, ce n'est pas uniquement la personne en burn-out qu'il faut accompagner, c'est ni sur ce poste-là, c'est élargir à l'organisation qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. Et surtout, du coup, mon questionnement de chercheuse est né de là, qu'est-ce qui fabrique du burn-out? C'est le thème de ma thèse.
comment est-ce possible qu'un contexte organisationnel impacte à ce point la santé de certains individus, hein, puisque je le rappelle, les symptômes du burn-out s'expriment par définition dans une dimension individuelle, mais par définition en lien avec le contexte de travail. Donc à partir de ce questionnement, j'ai mené une recherche doctorale qui a duré 4 ans. J'ai accompagné en individuel et en groupe en développement des méthodes inédites pour justement élargir le questionnement, et pas seulement le rester sur l'individu, mais élargir. J'ai codé des données, j'ai fait un travail scientifique de recherche pour parvenir à une compréhension des processus qui fabriquent du burn-out. Et donc cette thèse, je l'ai soutenue en 2019 à l'ESCP. Et un ouvrage qui devrait s'appeler La fabrique du burn-out devrait sortir en fin d'année aux éditions RS. Donc voilà, le point de départ, c'est ça. Et cette recherche, elle propose un renversement de perspective. Il s'agit non pas d'explorer les symptômes du burn-out, mais bien de poser le burn-out comme symptôme lui-même, le burn-out comme symptôme d'un ensemble de processus qui traversent des dimensions individuelles, relationnelles et organisationnelles. Ouais, merci. Donc, qu'est-ce qui fabrique du burn-out? Dans cette recherche, j'ai d'abord constaté que l'idéal était très présent chez les personnes en burn-out. Ça, c'était déjà bien décrit dans les recherches existantes. Mais étant psychanalyste, j'ai aussi pu détecter une terreur inconsciente très forte. Et l'idéal peut constituer une défense contre la terreur. Il s'agit même du fondement du syndrome de Stockholm, syndrome dans lequel une victime idéalise le preneur d'otage dont sa vie dépend. C'est bien parce qu'il est dépendant de ce preneur d'otage qu'il a besoin de l'idéaliser pour être un peu moins terrifié. Et donc, le dessin qui vous est proposé, c'est vraiment cette dynamique dans laquelle la terreur alimente l'idéalisation, qui alimente la terreur. La terreur de voir cette défense s'effondrer. Parce que cette défense par l'idéalisation, elle crée une pseudo-réalité, une illusion qui permet de tenir. Et cette réalité fictive est entretenue par les discours tout en positivité qui portent sur l'organisation, sur les promesses et les résultats qu'elle affiche, et qui cachent les difficultés que nous ne voulons pas voir. Et ça, c'est vraiment un phénomène de société plus global. Notre société est elle-même très idéalisante. On regarde les vitrines, mais les arrière-boutiques, beaucoup moins. Donc, dans cette dynamique terridéale, c'est la condensation de terreur, idéal et pseudo-réalité. Dans cette dynamique terridéale, la partie consciente de la personne croit à cette pseudo-réalité. Mais son inconscient sait bien que cette illusion peut s'effondrer, et ça entraîne un effondrement psychique. Et ça peut se produire quand intervient une menace, telle que les défenses psychiques inconscientes ne peuvent plus tenir. À ce moment-là, on parle de détonateur du burn-out. Par exemple, une salariée reçue, et donc c'est des exemples tirés de mes accompagnements, je suis clinicienne avant tout, une salariée reçue tard le soir par son hiérarchique physiquement imposant dans des bureaux vides. Elle a de bons résultats, elle est impliquée et développe des innovations que d'autres lui envient. Lui, il lui dit que son travail est minable. En fait, il souhaite positionner un allié à sa place, et elle le sait. Elle rentre chez elle, elle est sidérée. Le lendemain matin, physiquement, elle ne peut pas se lever. Cette manifestation de burn-out est assez fréquente, malheureusement. Autre exemple, une salariée qui a conçu et obtenu le financement pour un très gros projet, qui a négocié le recrutement d'une équipe pour le mener à bien. Le détonateur résonne quand elle apprend qu'elle n'obtiendra pas ce renfort et que c'était prévu dès le début et qu'elle va devoir assumer cette charge toute seule, ce qu'elle sait impossible. Quelques minutes plus tard, après avoir appris ça, elle perd connaissance dans le bureau de son hiérarchique et doit être emmenée par les pompiers. Cette terridéalité est ainsi définie comme une alliance donc, entre terreur et idéalisation qui crée une pseudo-réalité, véritable terre promise, dont le chiffre est le totem et la réalité le tabou. Tout réduire à des chiffres, notamment à des objectifs chiffrés, permet en effet de faire abstraction de la réalité du travail pour uniquement valoriser les prescriptions idéalisantes. Enfin, précisons que cette dynamique s'impose de manière transverse dans des dimensions individuelles, relationnelles et organisationnelles. L'individu idéalise, il nie sa terreur. Les relations sont instrumentales, avec des porteurs de l'idéal et des porteurs du négatif terrifiant. Et quant aux outils managériaux et organisationnels,
Ils constituent aussi des supports et des amplificateurs à cette dynamique des subjectivantes. Vous voyez bien dans cette compréhension de cette dynamique, il n'y a pas des bourreaux et des victimes, il y a des dimensions qui se complètent et qui vont fermer un système psychique collectif et enfermer tous les acteurs dans ce système-là. Alors, une question importante par rapport à ça, c'est comment détecter cette dynamique terridéale dont personne ne veut, je crois, fondamentalement. En fait, lorsque j'ai analysé les données cliniques issues des accompagnements, ont émergé ce que j'ai nommé des injonctions inconscientes, qui reviennent tout le temps dans ce type de contexte et qui permettent de détecter cette dynamique. La structure même de ces injonctions permet de comprendre à quel point la dynamique qu'elles caractérisent est enfermante. Alors, vous les voyez à l'écran, dans la dimension individuelle, il faut être un super-héros, sinon rien. Dans la dimension relationnelle, si tu as un problème, tu es un problème. Puisque la norme, c'est d'être un super-héros quand même. Dans la dimension organisationnelle, tout est possible avec des solutions. Il n'est même pas question d'analyser les problèmes avant d'en trouver des solutions. Elles s'imposent et recouvrent les limites de la réalité. Ces trois dimensions sont traversées par trois composantes qui sont caractéristiques d'un système d'emprise. Il s'agit de composantes paranoïdes, perverses et cryptiques. Dans la composante paranoïde, l'idéal, c'est toujours plus. Nous sommes ici dans la toute-puissance des idées. La négativité est projetée sur des porteurs désignés, des individus qui doivent faire ça. À leur insu, bien sûr, et de façon très inconsciente. Dans la composante perverse, ce qui compte, c'est le compteur. Ça doit vous parler. En général, c'est marquant. Le chiffre est fétichisé pour cacher la réalité. La pensée est opératoire et l'action est valorisée aux dépens de la réflexion. Dans la composante cryptique, tout doit disparaître dans une accélération temporelle et spatiale. Les individus deviennent porteurs de la négativité du système et en sont expulsés pour la faire disparaître. Pour les interventions, ces injonctions permettent de situer les éléments pathogènes, y compris quand ils sont reliés par des méthodes et outils managériaux qui ne laissent plus d'espace au doute, à la pensée, aux relations, à la réalité porteuse de limites, des outils qui imposent de manière instrumentale des solutions qui ne correspondent pas aux besoins des sujets au travail, qui les isolent entre eux, les met en concurrence. Alors, face à une multiplication de risques psychosociaux et d'absentéisme, il est possible d'intervenir pour comprendre la dynamique qui s'est mise en place progressivement, pour comprendre les menaces qui pèsent et redonner de l'espace à la parole, à la pensée, au collectif. Et dans mon expérience, ça change tout dans le vécu des salariés au travail et dans les résultats opérationnels de l'entreprise. Ce qui est fondamental, c'est que tout ça converge, en fait. Voilà. Alors, je vais peut-être m'arrêter là et puis répondre aux questions, soit après la présentation d'Olivier. Oui, je préfère ce qui est plus intéressant, c'est qu'on laisse Olivier maintenant faire sa présentation. J'ai fait une transition. Donc, je remercie déjà Laurence Pelletier de nous avoir d'avoir tenté de résumer une recherche de 4 ans sur un sujet aussi complexe. En tout cas, ce que nous retenons, c'est d'abord qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs dimensions sur lesquelles il est nécessaire d'agir, et Laurence aura l'occasion d'y revenir. Ça fait partie d'une des questions, et c'est aussi ce qui conditionne une de nos modalités d'intervention au sein des entreprises qui nous demandent des audits sociaux, c'est de pouvoir intervenir à la fois sur le niveau individuel, relationnel et organisationnel. Sans plus attendre, je laisse la parole à Olivier Sitra. Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde t'entend. Super. Alors, je suis désolé, j'ai un petit problème de caméra, donc vous ne me verrez pas. Mais si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Alors, donc moi, je vais vous parler finalement des effets psychosociaux induits par le choix d'une méthode d'organisation par exemple, dans un département d'ingénierie. Aujourd'hui, on a des méthodes qui sont très dans l'industrie. Il s'agit des méthodes agiles qui sont en fait mon terrain de recherche. Et les méthodes, elles conquièrent toute l'industrie. Elles ont démarré dans l'industrie du logiciel. Maintenant, tout le monde veut être agile et donc ça contamine un petit peu toute l'industrie. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui préside au choix d'un mode d'organisation? Est-ce que c'est une opportunité,
Est-ce que c'est du pragmatisme ou alors tout simplement l'activité qu'on doit mener et l'environnement dans lequel se mène cette activité. Et finalement, un mode d'organisation, une fois qu'on l'a choisi, il s'évalue sur 2 actes. Le premier, c'est la capacité de ce mode d'organisation à obtenir la performance souhaitée. Et enfin, la deuxième, c'est la capacité des personnes qui vont être engagées dans cette organisation à s'en emparer et à tenir finalement leur rôle. Et en méthode agile, en fait, on a un rôle qui est plus en tension que les autres. C'est le rôle de product owner. Et c'est un rôle qui est à la frontière entre les mondes, entre l'équipe agile et son environnement. Et la recherche montre que il peut avoir jusqu'à 22 responsabilités différentes lors de son rôle et des compétences très larges, des compétences humaines, techniques, commerciales, financières, pour ne citer que les plus importantes. Tu peux aller à la suivante. Et donc, un rôle doit être, pour que l'organisation puisse faire sa performance, il faut que le rôle soit finalement assumable par l'acteur. Et ce côté assumable, il va dépendre de plusieurs choses. Déjà d'une réalité objective, à savoir qui s'articule finalement sur 3 pôles. Le premier, c'est les savoirs les savoirs de la personne qui tient son rôle. Est-ce qu'il a les compétences? Est-ce qu'il connaît suffisamment de personnes pour tenir son rôle, les bonnes personnes? Est-ce que l'organisation lui donne des prérogatives pour tenir son rôle? Est-ce que physiquement, le rôle est tenable? Et là, on pense par exemple à, admettons, une gestionnaire RH qui devrait s'occuper de 500 personnes dans un département. Est-ce que physiquement, le rôle est tenable? Et enfin, il y a une réalité subjective qui résulte de la projection en fait de ces 3 pôles objectifs dans la subjectivité de la personne, à savoir est-ce qu'elle se pense capable, est-ce qu'elle pense qu'elle sait, est-ce qu'elle pense qu'elle a les prérogatives, et finalement est-ce qu'elle pense que physiquement elle est capable de tenir ce rôle. Et cette réalité subjective, elle s'articule aussi autour du désir. Est-ce que la personne finalement a vraiment envie du rôle, et est-ce que le rôle fait sens pour elle. Et de ces différentes dynamiques, en fait, va s'articuler la dynamique psychosociale ou la dynamique identitaire globale de l'acteur. Si tout va bien sur tous les pôles, elle sera positive. Si elle est bloquée sur l'un des pôles, le risque, c'est que ça se propage partout. Par exemple, je n'ai pas suffisamment de compétences, je vais prendre beaucoup plus de temps à faire mon travail. Physiquement, demander beaucoup plus d'efforts. Intérieurement, est-ce que je vais être capable de surmonter tous ces efforts? Et est-ce que finalement, je vais avoir le pouvoir d'agir et de faire ce que je dois faire? Voilà ce modèle en fait qui peut être utilisé dans n'importe quel contexte organisationnel par un manager. Merci Benjamin. Tu peux aller à la suivante. Donc pour résumer chacun des pôles, le savoir, c'est les compétences nécessaires pour tenir le rôle, technique, managérial, interpersonnel. Le pôle physiologique, c'est tout ce qui a trait à la quantification du rôle, le nombre de projets que la personne doit gérer, le nombre d'interlocuteurs, de revues, de lieux, l'étendue des responsabilités. Et son pouvoir d'agir, il le tire de ses sources de légitimité, qui viennent elles-mêmes de ses compétences, de son capital social, de son propre charisme, du contrôle qu'il a sur des ressources, ou des sources d'autorité, qui sont ses prérogatives formelles ou informelles. Est-ce qu'il est reconnu comme ayant l'autorité pour agir? Et enfin, les paramètres subjectifs. Est-ce qu'il imagine le rôle, son fonctionnement avec l'autre ou les autres? Est-ce qu'il partage la philosophie, l'idéologie de l'organisation? Est-ce qu'il se sent capable
en fonction des éléments objectifs qu'on a. Et est-ce que finalement il est intéressé par le rôle? Et une question fondamentale, c'est aussi de quel soutien il dispose, à la fois dans son travail, mais aussi en dehors. Vas-y, tu peux passer à la suivante. Et finalement, dans les méthodes agiles, qu'est-ce qui est, pourquoi est-ce qu'elles sont intéressantes à étudier du point de vue des risques psychosociaux? C'est qu'elles ont ceci de particulier, qu'elles découlent d'un manifeste, d'une forme de vision du monde, de ce qu'on pourrait appeler finalement une idéologie, une façon de voir le monde et une façon d'agir dans ce monde. Et en fait, le choix d'application d'une méthode telle que les méthodes agiles, elle va se décliner sur deux axes. Le premier, c'est l'applicabilité opérationnelle. Est-ce que les conditions opérationnelles sont réunies pour appliquer les méthodes agiles? Est-ce que j'ai accès, par exemple, à mon client? Est-ce qu'on a un niveau d'incertitude qui rend réaliste le fait d'itérer en petites itérations? Et enfin, il y a ce qu'on appelle la compatibilité idéologique. Est-ce que mon client et mon environnement sont d'accord avec l'idéologie agile, ou est-ce que du moins ils la comprennent, ils en comprennent les bénéfices? Si compatibilité idéologique et applicabilité opérationnelle sont réunies, on est dans le terrain idéal pour appliquer cette méthode agile. Si on a de l'applicabilité opérationnelle, c'est-à-dire qu'on est en zone d'incertitude, mais qu'on a une compatibilité idéologique avec son client, par exemple, lui, il préfère un mode coordonné et planifié, alors que le mode agile suggère un mode, on va dire, plus effectual, c'est-à-dire on va choisir en fonction de l'effet qu'a produit une certaine action, l'action suivante. On risque de se retrouver dans une situation de stress ou de conflit pour les équipiers agiles. Si au contraire, on a un projet qui est parfaitement défini, mais que tout le monde est d'accord pour travailler en agile, là, une situation de simulacre. Tout le monde va faire semblant d'être dans un environnement incertain, et on va faire des cérémonies agiles, on va faire comme si toutes les conditions étaient réunies pour faire. Et là aussi, ça pose un danger à long terme d'être perpétuellement dans la simulation. Et enfin, si aucune des conditions n'est réunie, alors là, tenter de faire l'agile, on pourrait presque, je l'ai appelé l'enfer, mais on pourrait presque l'appeler une zone suicidaire, qui est le terreau le plus fertile à une situation de burn-out. Donc finalement, avant de choisir une modalité d'organisation, il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on l'a choisi, et inciter finalement les managers à se méfier des assertions générales, comme celle « le monde est devenu incertain », il faut donner de l'autonomie aux acteurs pour leur bien-être, la hiérarchie c'est mal. Parfois la hiérarchie c'est bien. Parfois un peu moins d'autonomie, c'est pas mal aussi, ça décharge d'un peu de responsabilité. Et est-ce que le monde il est toujours si incertain lorsqu'on regarde le monde à 2 ou 3 mois, ou si on à 2 ou 3 ans ou quelques dizaines d'années? Enfin, est-ce qu'il ne faut pas interroger l'organisation du travail d'abord en lien avec les activités, plutôt que de questionner les individus sur leur éventuel mindset? Le mindset, c'est un mot qui revient souvent en agile, ou leur maturité. Sont-ils suffisamment matures pour être autonomes? Et apporter peut-être plutôt des solutions gestionnaires ou organisationnelles, plutôt que du coaching, et essayer de soigner les individus. Et finalement, est-ce qu'il ne faut pas considérer l'organisation dans son environnement? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde partage la même idéologie ou pas?
et réfléchir aussi à l'organisation, donc à la fois en termes de performance opérationnelle, mais également de santé. Merci Benjamin. Alors, je crois que tu es en mute. Oui, je remets mon micro. Donc, merci Olivier, merci à Laurence et merci Olivier. Donc, vous constatez que on a deux chercheurs intervenant sur des sujets un petit peu connexes, mais sensiblement différents. Leurs approches d'ailleurs sont différentes. C'est ce qui fait d'une part la richesse de la recherche et qui permet d'avoir des approches assez différentes selon les problématiques, selon les environnements et selon les preuves, si j'ose dire, enfin les éléments qu'attendent en général les dirigeants. Je note, mais après je leur laisserai à eux le soin de voir quels sont leurs points peut-être de divergence et de convergence. Un des mots qui revient, qui est très fort, c'est le mot d'idéologie, où il y a quelque chose qui semble complètement figé et qui ne permet plus aux gens de véritablement s'exprimer. Alors, je poursuis. Oula, ça va vite. Je poursuis. Je vais essayer d'être très rapide sur ce que peut apporter le groupe Dièdre en termes d'intervention pour laisser ensuite et surtout le temps à Laurence et Olivier, nos deux chercheurs, de répondre et de réagir à vos différentes interventions. Donc, je vous présente rapidement à la lecture de leurs travaux, à la lecture d'autres travaux et au regard de ce qui m'est demandé au sein des organisations, une roadmap type pour un audit social et donc avec des outils adaptés à chaque situation. Vous voyez, il faut qu'il y ait quelque chose d'à peu près cadré, mais les outils sont extrêmement différents. Comme je vous l'ai dit, on n'écoute pas, on n'observe pas un comportement comme on entend et comme on recueille une émotion et comme on recueille des opinions. Donc, d'abord, un audit social qui est orienté burn-out RPS, c'est d'avoir des choix d'indicateurs très précis, c'est important. Et il y en a énormément. Selon les organisations, selon les situations, les indicateurs sont plus ou moins pertinents. Ensuite, il faut identifier des épisodes de tension sociale, pas forcément les plus visibles, mais surtout ceux qui ont marqué, ceux qui donnent du sens, ceux qui donnent ce qu'on appelle culture d'entreprise, mais aussi l'histoire de l'entreprise. Il faut passer, on utilise des questionnaires qui sont assez classiques, même si les questionnaires de Karasek, de Sigris, qui sont vraiment orientés sur l'identification de risques psychosociaux et de burn-out. Ensuite, il y a évidemment un codage, des traitements de données, des premières conclusions, des préconisations. Voilà déjà ce que c'est qu'un audit, c'est-à-dire on écoute, on recueille les données nécessaires, on les code, on les transcrit et après on partage. Il y a dans tout ce que vous pouvez remarquer, dans toute cette première étape, énormément de partage pour que à la fois l'organisation s'imprègne de l'intervention et que les intervenants s'imprègnent aussi de ce qu'attend et de ce qu'est l'organisation. Le deuxième point, comment se passe une démarche d'intervention? D'abord, on définit, on précise les objectifs. On n'arrive pas nous-mêmes avec une idéologie sur ce qui est bon et sur ce qui est moins bon socialement. On définit aussi les services, les business units, comme on dit, qui sont concernés par une intervention. Ça permet de cadrer une intervention et éventuellement de faire des groupes témoins, ce qui en sciences sociales est extrêmement important. Après, on s'efforce de mesurer l'impact émotionnel, les vécus identitaires, le mal-être, au travers de différents entretiens, de différentes méthodes. Il y a des cartes mentales, il y a des cartes cognitives. Il y a énormément de méthodes pour essayer de saisir, si on peut dire, le vécu collectif et individuel d'un certain nombre de personnes et la façon dont les relations se tissent, se nouent et génèrent des comportements. On a parlé de comportements difficiles, mais il y a aussi des comportements qui sont parfois plus vertueux, autant pour l'organisation que pour les personnes. Ensuite, on cartographie évidemment les relations et surtout, le dernier point, faisant référence très explicitement aux travaux de Laurence Pelletier, on préconise une intervention sur 3 niveaux: organisationnel, donc d'aligner les processus, et c'est aussi ce que préconise Olivier, relationnel, pour parler de gestion des rythmes. On s'approprie les outils de gestion, on en a peu parlé, mais les outils de gestion sont extrêmement nécessaires, mais aussi participent d'une idéologie d'auto-évaluation, du chiffre comme totem qu'on impose comme une réalité. Or, ce sont juste
des outils. Hein. Pour ceux qui ont déjà installé un ERP ou un outil, il faut juste que ça corresponde aux besoins. Il ne faut pas que ce soit la panacée. Évidemment, l'intervention individuelle est toujours nécessaire. Les individus sont là, que ce soit des individus qui sont en souffrance ou qui sont en transition. Le coaching est souvent nécessaire. Enfin, ce qui est très important pour nous, parce que nous faisons du conseil, c'est qu'il y a une gouvernance qui est indispensable. Un chercheur ne se promène pas seul dans une organisation. Les gens font l'organisation. Parfois, il y a des entrepreneurs qui ont construit leurs organisations, leurs entreprises, qui en ont hérité. C'est aussi des choses extrêmement importantes. Donc, il faut qu'il y ait une gouvernance avec un comité de pilotage, des indicateurs, puis ensuite une gouvernance de suivi, parce que si une entreprise, si une organisation se transforme et qu'elle admet qu'il y a un changement, il faut qu'elle s'approprie des outils et qu'elle pilote le changement de l'intérieur, autant que faire se peut. Donc pour ça, il faut, excusez-moi, créer des comités de pilotage complémentaires et proposer des agendas prévisionnels qui peuvent être justement l'objet de discussion, l'objet de changement et avec des outils de suivi. Voilà un petit peu comment nous pouvons intervenir. Je dis nous, c'est le groupe Diète. Je dis nous, c'est aussi tous les chercheurs qui m'accompagnent pour écouter et observer, faire des audits et proposer des interventions. Voilà. L'écueil, évidemment, c'est d'être hors contexte. Hein, c'est de se prendre de prendre des outils au prétexte qu'ils ont été bien utilisés et surtout bien marketés. C'est évidemment de sombrer dans l'idéologie, quelle qu'elle soit, du changement, d'une méthode, d'un outil. Et puis, il faut quand même prévoir les effets contre-intuitifs. C'est la raison pour laquelle les indicateurs sont toujours extrêmement nécessaires. Voilà, pour ma part, j'en ai fini. Le groupe Diète est toujours joignable. Et je laisse les chercheurs réagir au chat et aux différentes interventions. Donc, Laurence, Olivier, vous avez la parole. Bon, je vais peut-être commencer. Il y a une question sur mon intervention. Je la lis peut-être. Quand on constate les conditions préparatoires et les ingrédients décrits ici, sachant qu'ils vont pouvoir générer le symptôme burn-out dans son équipe, et que l'un des paramètres est un décideur de service, comment agir dans la prévention ? À cette question, je dirais, tout dépend de votre rôle dans l'organisation. Si vous avez la possibilité de faire quelque chose, déjà se protéger soi, hein, ça c'est la première chose. Essayer d'agir très doucement et en étant à l'écoute des réactions, parce que le fait d'essayer par exemple d'ouvrir un peu la parole dans un système un peu fermé, ça peut être complètement bénéfique pour l'équipe et permettre de détendre un peu tout ce système défensif. Ça peut aussi faire en sorte que vous deveniez le bouc émissaire si vraiment c'est très fermé. Donc prudence. Et en même temps, le mieux, c'est bien sûr d'avoir quelqu'un d'extérieur qui intervienne parce que c'est un tiers. Donc là, c'est vraiment de nature à mettre de l'espace pour penser, pour rétablir la situation. Le fait que ce soit un des décideurs de service qui soit en cause, je dirais que, alors il y a une mode hein, sur les personnalités toxiques, pathogènes. Effectivement, ça existe, hein, mais c'est un peu facile, là encore, d'accuser un individu. Bien souvent, il faut savoir que les organisations qui génèrent des risques psychosociaux génèrent aussi des leaders paranoïdes ou pervers, c'est-à-dire des petits chefs tyranniques ou des gens qui sont un peu manipulateurs. Et l'organisation peut aussi les promouvoir hein, dans des dynamiques toxiques totalement inconscientes. Donc là encore, attention. Moi, j'ai vu des gens que j'appréciais beaucoup, d'un seul coup de devenir manipulateurs. Ça peut exister, mais il faut savoir que c'est lié à l'individu, c'est beaucoup lié aussi à l'organisation. Et là encore, mettre du tiers, un intervenant extérieur, ça semble important. Et surtout s'entourer de bons professionnels, je dirais, qui connaissent ces sujets-là, parce que c'est très particulier. Et je dirais surtout, faites attention à vous, prenez du recul, prenez soin de vous. Voilà. Olivier, tu veux réagir à une question? Alors, je vais lire une des questions, hein, celle de Frédéric, donc qui nous dit le mode d'organisation, c'est aussi souvent une question de mode, ce qui est tout à fait vrai. Hein, on a vécu des modes
particulièrement en ingénierie logicielle. On est passé du waterfall au mode agile et on ne sait pas quelle sera la prochaine mode. Et dans les modes organisationnels, il y a l'agilité. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup d'entreprises libérées, d'entreprises normales et autres courants philosophiques et managériaux, on pourrait dire idéologiques. Et la méthode agile, c'est effectivement un exemple. Alors, ces relations avec le Lean, c'est vrai qu'il y a une filiation entre les deux. Et vous dites, Frédéric, qu'elles ont le point commun de vouloir optimiser, alors que la réalité est surtout de mettre une pression pour aller plus vite, qui se traduit en confondant vitesse et précipitation, et dans la précipitation, on tombe dans le côté obscur de la force. Alors c'est vrai, mais il y a aussi, moi ce que je trouve plus questionnant en fait, dans les méthodes agiles, c'est finalement l'obsession qu'on demande aux salariés de vouloir créer de la valeur. Ce qui le pousse finalement à remettre constamment en question, tous les 15 jours, le travail qu'il a à faire. Et à décider lui-même toujours du travail qu'il a à faire en collaboration avec son client. Donc finalement, on fait porter aux salariés, à tous les salariés, des responsabilités non seulement de delivery, comme on dit, mais aussi des responsabilités commerciales. Et constamment une mise en cause des contrats, constamment une mise en cause de ce qui est engagé. Et c'est dans cette espèce de mouvement perpétuel qu'on va créer toujours et de plus en plus de stress. Le sujet va se sentir stressé, mais on va lui répondre que l'autonomie est aussi une source de bien-être. Donc comment on te donne de l'autonomie, mais tu dois agir en fait avec cette autonomie de manière responsable, de manière à créer toujours plus de valeur. Mais si ça va pas, c'est pas parce que, tu es autonome. Du coup, c'est peut-être un peu de ta faute. Peut-être que tu n'es pas adapté à ça. Et donc, si tu n'es pas adapté, on te laisse le choix de partir. Moi, c'est cet aspect-là en fait que mes recherches trouvent finalement très questionnable du point de vue de la méthode agile. Je voudrais apporter un petit peu un point de contradiction constructive sur les méthodes agiles. Je suis aussi recruteur sur l'IT. Et alors, je le regarde sous un autre prisme un instant. Les employés veulent avoir un bon CV et veulent avoir une belle carrière. Pour avoir une belle carrière, si on est développeur ou si on est chef de projet, il est préférable d'avoir sur son CV méthodes agiles que des méthodes qui soient complètement dépassées. Donc, mettons-nous juste un instant à la place du dirigeant d'entreprise qui cherche à attirer des talents. Il sait que et c'est quelque chose que j'ai vécu régulièrement, il sait que la méthode agile ne s'impose pas dans son mode de travail. En revanche, il sait qu'elle s'impose s'il veut attirer les meilleurs talents. Donc là, il y a quand même lui aussi est à un moment victime de la mode. Ce n'est pas qu'il va imposer les choses idéologiquement, c'est qu'il est victime d'une mode que lui impose un peu le marché du recrutement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là où on voit à ce moment-là ce que signifie aussi intervenir organisationnellement. Ça signifie sur ce sujet-là, typiquement sur cette interrogation du dirigeant, de lui apporter deux réponses. D'abord, on peut mettre les méthodes agiles, mais avec la méthode qu'a proposée Olivier Cipra, en voyant quelle est la performance nécessaire et comment on peut se l'approprier, et non pas l'imposer comme une idéologie. C'est un premier point. Et le second point, c'est de l'amener lui-même à s'interroger sur l'identité de son entreprise. Pourquoi souhaite-t-il absolument attirer des talents, mettre de l'agilité? Est-ce qu'il ne se compare pas à certaines entreprises d'un certain secteur, d'une certaine taille, de certaines nationalités, pour le dire simplement? Est-ce que ce n'est pas une PME solide qui se voit start-up? Est-ce que ce n'est pas une start-up qui se voit grandir trop rapidement? C'est ce qu'on appelle
dans les sciences de gestion le champ institutionnel, donc amener aussi l'entreprise parfois à choisir sa position en fonction de son histoire et en fonction de ses projets. Donc, c'était pour répondre, l'idée de la mode, ce n'est pas seulement un manager ou un dirigeant qui l'impose parce que ça lui semble intéressant, comme une danseuse, comme on disait à l'époque, mais c'est plutôt comment est-ce que l'organisation, à un moment, se trouve elle aussi victime d'une certaine mode et d'une certaine mode du management. C'est la mode, effectivement, je suis d'accord, Benjamin, elle s'impose, c'est une idéologie qui s'impose à tout le monde. Et malheureusement. Et c'est ça qui est difficile. Ouais. Donc là, la difficulté. Alors après, il y a un point, et c'est ce qui m'a... peut-être que Laurent, tu voulais réagir. Non, alors il y a un point qui est aussi très important, et je reviens à la fois à cette question, et ça me permet de rebondir sur l'idée d'une R&D, c'est que les dirigeants d'entreprise, et là je ne parle pas des dirigeants de très grosses entreprises, mais des dirigeants d'entreprises de 500 à 2000 employés, qui sont souvent des entrepreneurs ou fils d'entrepreneurs, ont aussi besoin d'éléments probants. Et ça, c'est extrêmement difficile dans notre approche un petit peu de sciences sociales, où les preuves sont pas des preuves à caractère strictement scientifique. Il y a des approches qui sont, on parle d'une approche non popérienne, donc d'approche un petit peu très précise. Donc, il y a des exigences dans la preuve et dans l'analyse que nous demandent les entrepreneurs qui ne sont pas exactement celles que propose l'analyse de la recherche. Et c'est aussi un des enjeux forts d'apporter un éclairage à travers certains prismes théoriques dont on essaie de vous en présenter certains, avec une force probante, importante, et qui permettent des changements. Et à ce propos d'ailleurs, quand on parle de changement, il ne s'agit pas la posture qui consiste à dénoncer comme ça le burn-out ou les RPS, etc., semble imposer des changements très dirigés, des changements en rupture. En plus, c'est la mode disruptif, mais il y a des changements qui peuvent être plus continus, des changements qui peuvent être proposés et discutés. Alors maintenant, les instances syndicales perdent de leur ampleur, mais il y a d'autres instances, il y a tout ce vécu identitaire, et puis aussi il y a des changements qui peuvent être organisés ou réorganisés si on s'approprie certains éléments. Voilà un petit peu la réponse que je voulais apporter sur la difficulté, à nouveau, pour nous, à ne pas tomber non plus dans une idéologie de disruption et de dénonciation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors bon, donc notre présentation, oui, je conclus notre présentation, est téléchargeable. Je m'excuse pour les problèmes de son qu'il y a eu au début. Donc vous pouvez télécharger le PowerPoint, qui est un PDF. Vous pouvez télécharger évidemment le replay et puis vous pouvez partager. Et surtout, vous pouvez réagir. Nous aurons le détail de vos réactions, même après la fin du chat. Et c'est pour nous très important de voir quel a été votre avis et éventuellement de réagir ultérieurement. En vous remerciant à nouveau à tous d'avoir été présents et particulièrement à Laurence et Olivier. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Merci, à bientôt. Merci à tous. À bientôt.